Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Mathis Suchel, fan de foot, mais surtout CEO et fondateur d'Inflogame, une startup qui veut créer une nouvelle génération de play to earn à travers le gaming et notamment le football fantasy. Bonjour Mathis, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Salut Thibaut, écoute, ça va très bien. Et toi? Impeccable, il fait très très moche chez moi. J'ai la voix qui est un peu partie parce que j'avais un séminaire. Alors du coup, j'espère que je l'ai retrouvé suffisamment pour qu'on puisse échanger ensemble sur ce beau projet. Alors est-ce que, comme d'habitude, là tu vas pas y couper, c'est la question très classique. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours et nous dire comment l'univers à la fois du gaming et de la blockchain s'est petit à petit implanté dans ton quotidien ? Ouais, bien sûr. Alors moi, je viens de Saint-Étienne. Tu vois, j'ai baigné un peu dans la culture foot depuis que je suis petit. Tu vois, je regardais les matchs de Saint-Étienne avec ma famille, mes oncles, tout ça. J'ai joué aussi pas mal au foot étant plus jeune. Et en même temps, j'ai toujours été un peu dans le jeu vidéo. Tu vois, j'ai beaucoup joué à Dofus, FIFA, des jeux un peu plus casual, mobile, tu vois, comme Clash Royale. Et en fait, j'ai découvert la blockchain lorsque j'étais en master en finance, tu vois, à l'EDEC. Et surtout, le modèle des play to earn, tu vois, à travers, Axie Infinity. Donc je trouvais ça très intéressant, tu vois, le fait qu'on puisse gagner de l'argent, en jouant, tu vois? Et donc je me suis dit qu'il fallait faire ça, dans le foot, qu'il fallait créer un jeu de foot, en fait, qui a un modèle, play to earn. Et donc c'est un peu comme ça que je suis venu, à la blockchain. D'accord. Et logiquement, j'imagine que tu as découvert forcément Sorare, qui est forcément le nom le plus connu dans ce type de système, on va dire. Pourquoi tu t'es dit, tiens, moi je vais créer autre chose? Pourquoi tu t'es pas dit, tiens, pourquoi je vais pas jouer tout simplement à Sorare, ou pourquoi je vais pas essayer d'améliorer Sorare ou d'intégrer leur équipe? Pourquoi je vais créer mon système à moi? Parce que, en fait, moi, j'ai joué, à Sorare. Moi, j'aimais bien leurs produits, mais le problème que j'y voyais, et c'est en fait un problème assez général dans les play to earn, c'est que les meilleurs joueurs, en fait, sont pas ceux qui ont le plus de skills, mais c'est ceux qui peuvent acheter les meilleures cartes. Et moi, ce modèle de jeu, il me plaisait pas trop, surtout parce que en plus de ça, à l'époque, j'étais étudiant, je pouvais pas mettre énormément d'argent, dans Sorare pour réussir à avoir les meilleures cartes. Donc je me suis dit qu'il faudrait faire un jeu dans lequel c'est pas les plus riches qui gagnent, mais c'est ceux qui connaissent le mieux le foot. Donc un jeu basé sur la stratégie. Et pour ça, il fallait disrupter complètement, le modèle économique et le gameplay. Et donc je pouvais pas proposer des améliorations de Sorare, il fallait forcément créer un autre jeu. D'accord. Et donc, on en vient à Inflogame. Donc, tu as cette idée de créer ça, Inflogame. Et quelle est la proposition de valeur? Comment ça va changer les choses? Comment tu vas pouvoir amener avec cette solution-là plus d'équité, plus de passion qui va entraîner des récompenses plus importantes? Voilà, quel est le concept derrière? Déjà, c'est un fantasy football. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît, ça vaut peut-être le coup de définir fantasy football, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, vas-y, vas-y. Mais un fantasy football, en fait, c'est un concept de jeu dans lequel on va composer une équipe, donc gardien, défenseur, milieu de terrain, attaquant. Donc, tu vois, des joueurs qui existent dans la vie réelle. Et plus nos joueurs sont bons dans la vie réelle, plus on va gagner des points. Donc, si on met Mbappé, par exemple, en attaque, qui marque avec le PSG, on va gagner des points dans le jeu. Et en fait, le problème de ces jeux, c'est que il va récompenser ceux qui ont la meilleure équipe et pas ceux qui ont la meilleure vision du match. Donc, si on couple ça à la blockchain, étant donné que dans le monde ouvert, on ne peut pas mettre de limite de budget, comme c'est le cas dans les jeux gratuits, et ben en fait, c'est ceux qui ont le plus d'argent qui vont avoir les meilleures équipes et donc qui vont gagner. Donc, nous, notre proposition de valeur, c'est de prendre le contre-pied et de construire un jeu de fantasy football qui soit basé sur la stratégie. Donc, pour ça, tu vois, on a mis un système de boost sur les joueurs. Donc, pour chaque joueur, on va, comme dans les autres jeux de fantasy football, on va composer une équipe avec gardien, défenseur, milieu de terrain, attaquant. Et sauf que pour chaque joueur, on va expliquer pourquoi on pense qu'il va être bon. Donc, par exemple, Théo Hernandez, c'est un joueur qui gagne beaucoup de duels, c'est un joueur qui fait beaucoup de centres. Donc, je vais lui mettre le boost, centre réussi et duel gagné, par exemple. Et en fait, de cette façon, on vient intégrer la vision du match des utilisateurs puisqu'il faut qu'ils prennent plein de facteurs en compte. Il faut qu'ils prennent en compte, est-ce que l'équipe, elle joue contre une équipe qui va être offensive? Est-ce que ça va être une équipe qui joue la contre-attaque? Est-ce que ça va être une équipe qui gagne beaucoup ses duels ou pas, qui est agressive ou pas?
Et, et de cette façon, on remet surtout tous les joueurs sur un pied d'égalité. Tu vois, puisque l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de meilleur joueur par rapport à un autre. L'idée, c'est que ce soit vraiment l'utilisateur à travers sa vision du match qui arrive à valoriser ses cartes. Un peu comme un coach en fait, qui va anticiper, la stratégie adverse, qui va anticiper les montées des latéraux, enfin OK, je vois ça, c'est intéressant parce qu'il y a pas ça, je pense effectivement dans Sorare, même si ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Par contre, j'ai retrouvé un peu ce concept-là dans par exemple dans Ovalie, où on peut ajouter des boosters, on peut pas non plus, attribuer enfin les boosters, c'est un peu spécifique. Je pense que vous allez encore plus loin parce que c'est clairement, un joueur, une caractéristique très précise de chaque joueur. Là où sur Ovalie, c'est plus des boosters, qui rajoutent des bonus d'expérience, mais ce n'est pas lié directement aux perfs vraiment dans le jeu. Donc ça, c'est intéressant et ça va nécessiter voilà, de s'intéresser encore plus à l'équipe, à la composition d'équipe qu'on va mettre et aux différents boosters. Alors les boosters, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est-à-dire ça peut être les tacles, ça peut être les cartons, ça peut être, enfin voilà, il y a une liste vraiment très exhaustive de tout ça. C'est ça. En fait, la différence avec Ovalie, c'est que Ovalie, les boosts, ils se font sur toute l'équipe, si je ne me trompe pas. Alors que nous, effectivement, ça se fait joueur par joueur, tu vois. Et c'est un peu comme, par exemple, il y avait une communauté de Sorare qui s'appelait Sorare Mega qui avait sorti un jeu aussi avec un système de boost. Mais je trouvais ça un peu trop compliqué, tu vois, parce que tu avais un boost qui valorisait plusieurs actions. Et du coup, ça rendait le système enfin, ça rendait la grille de score un peu illisible. Alors que nous, en fait, un seul boost va valoriser une seule action. Parce qu'on vise vraiment à créer un jeu qui soit basé sur la stratégie, mais qui soit extrêmement simple, tu vois, à jouer. Donc, un boost, ça va valoriser une seule action. Et pour pas que ce soit trop dur au départ, en fait, tu vas avoir un certain nombre de boosts, par exemple 5, 10, qui seront disponibles au tout départ. Et plus tu vas progresser dans le jeu, plus tu vas gagner de l'XP, plus tu vas débloquer des boosts. Parce qu'aussi, notre position, c'est de dire que si on crée un jeu qui est basé sur la stratégie et que la stratégie repose sur le système de boost, on peut difficilement vendre les boosts. Le mieux, c'est qu'ils soient accessibles à tout le monde et qu'ensuite on les débloque pour étendre le champ de stratégie qu'on peut mettre en place à mesure qu'on maîtrise de plus en plus les mécaniques. Ouais, d'accord et en termes de récompenses ou de points apportés pour chacun de ces boosts, on peut imaginer que, par exemple, si on a fait le boost, Théo Hernandez centre, par exemple, s'il fait, je sais pas, 15 centres dans le match, donc entre guillemets, «le boost est super bien valorisé et va amener beaucoup de points», il pourrait techniquement amener plus de points qu'un buteur qui marque un but, par exemple? Bah, Ou pas? ça, c'est intéressant parce que tu vois, tous les boosts en fait ont été calculés de sorte à ce que, en moyenne, ils rapportent la même chose. Donc, que tu mettes passe réussie sur un joueur ou alors but marqué, en moyenne, ça rapporte le même nombre de points. Néanmoins, l'idée, et ça, en fait, on a pivoté après notre première phase de test, suite au retour de nos utilisateurs, c'est que plus tu prends du risque sur ta stratégie de boost, plus tu marques des points. Donc, si tu mets but marqué sur Théo Hernandez, qui est défenseur, ça va te rapporter plus de points que si tu mets but marqué sur Mbappé, qui est un attaquant. Et en fait, ça, l'intérêt, c'est que tu n'aies pas une stratégie de boost aussi qui fonctionne à chaque fois. Puisque si tu fais les choix qui sont les plus sûrs, donc but marqué par exemple sur un attaquant, passe réussie sur un milieu de terrain, il y a des joueurs à côté qui vont prendre un peu plus de risques que toi. Et si leur risque il passe, si leur choix il se vérifie, et ben dans ce cas, ils vont réussir à plus performer. Donc tu es aussi quelque part incité à prendre un peu de risques et à faire des choix un peu challengeants. Je trouve ça super intéressant, ça me donne vraiment envie de m'intriguer. Enfin, moi, je suis un peu tout ce qui est Ligue des champions, le championnat de France, championnat anglais et tout, même si je suis pas un ultra fan, mais j'ai quand même mes petites préférences. Je me dis vraiment que ça peut te permettre de gratter vraiment tous ceux qui sont là et qui raflent l'entièreté des mises souvent. Un simple but d'un défenseur peut vraiment, par exemple Maguire pour Manchester United, si tu le mets Ouais, en buteur, sur corner par exemple, enfin j'imagine que ouais, tu peux exactement. gratter tout le monde en fait et ça donne de l'excitation, du piment à l'approche du match et je pense que c'est ultra nécessaire. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et comment on joue à ce jeu? Alors, vous en êtes en état de réflexion? Vous avez déjà une bêta? Quand est-ce que ça sortirait potentiellement? Bon, on a fait plusieurs phases de test. Déjà, tu vois, la première, c'était pendant la Coupe du Monde en 2022. On en a fait une autre en juin dernier. Et là, on en prévoit une autre pour la CAN. Donc là, ça commence, je crois, le 13 janvier. Donc, ouais, on a fait plusieurs phases de test déjà. D'accord et pour ceux qui voudraient
participer ou peut-être, vous aider, hein, à développer tout ça, à faire un retour d'expérience sur sur l'expérience justement. Est-ce qu'ils peuvent justement pour cette CAN, qui arrive début d'année prochaine, participer? Comment ils peuvent faire? Bah, la meilleure chose, je pense que c'est de nous rejoindre sur Discord, parce que c'est là vraiment où on partage un maximum d'informations. Et parce que si enfin, on a besoin de toute façon de la communauté pour améliorer le jeu sur certains points, typiquement le fait d'avoir euh, ajouté la variable risque, tu vois, sur le système de boost, en incitant les joueurs, comme je disais tout à l'heure, tu vois, à faire des stratégies un peu plus risquées parfois, bah, ça, c'était suite au retour de la communauté. Donc en fait, pour nous, c'est vraiment important d'itérer au maximum. Et c'est pour ça que la CAN, ce sera un bon moyen en fait, découvrir nos mécaniques de jeu et de les améliorer. Tu vois. Donc je pense que je dirais Discord, c'est le meilleur endroit. Ensuite, Twitter, parce que c'est là où on partage nos avis foot. Et on essaye de s'engager aussi un peu, dire des choses qui parfois font débat. Et autrement, LinkedIn, ça peut être aussi bien. Mais je favoriserais quand même Discord et Twitter. OK. Et beh, pour tous ceux qui sont fans de foot ou qui veulent vraiment en apprendre plus sur le projet, je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode, donc n'hésitez pas à vous rajouter sur les différents canaux. Est-ce qu'on peut parler un peu des récompenses? Donc comment ça fonctionnera? Ce sera, j'imagine, des compétitions peut-être toutes les semaines, parce qu'en général, c'est le rythme des différents championnats. Ça veut dire que toutes les semaines, à la fin, une fois que tous les matchs ont été joués, il y a un classement et en fonction des risques et en fonction des points que chacun a obtenus, il y a des récompenses. Ces récompenses, elles seront sous quelle forme? C'est ça, exactement. Alors, ce sera des récompenses qui se feront en token, donc en crypto-monnaie. Et si tu veux, comment elles sont redistribuées? Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que nous, on a créé un système qui est beaucoup plus simple que ce qu'on retrouve actuellement. C'est-à-dire que ce qui nous plaisait pas trop, c'était le système de tournoi. De se dire que, en fait, plus on a des cartes qui sont rares, plus on peut intégrer des tournois dans lesquels les récompenses sont importantes. Et que du coup, lorsque tu entres dans le jeu, c'est difficile de savoir à quel tournoi tu peux participer et surtout à quel tournoi tu as intérêt de participer parce qu'il faut que tu aies des cartes qui soient suffisamment bonnes pour que tu aies des chances de gagner. Nous, on a une expérience de jeu qui est complètement différente et on s'est inspiré de ce qui existe déjà. Donc sur FIFA, par exemple, c'est le système de division. Donc ce que tu fais, c'est que tu t'inscris à une compétition. Il y a une compétition par championnat, donc par exemple, disons la Ligue 1. Et au départ, tu rejoins la division 10. Et l'objectif, c'est de rejoindre la division 1. Donc, chaque semaine, comme tu l'as dit, il va y avoir des game week dans lesquels tu vas pouvoir composer ton équipe. Et si tu es bien classé, tu vas gagner des trophées. Plus tu gagnes des trophées, plus tu montes dans les divisions. Et plus tu montes dans les divisions, plus les rewards sont importants. D'accord, donc ça va favoriser ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont quand même cet œil aiguisé du foot, pour monter dans les divisions et entre guillemets la personne qui achète, un paquet les meilleurs joueurs, mais qui prêtent pas trop attention, soit au jeu aux différentes performances des joueurs, et qui pensent juste en alignant, Mbappé, Haaland et je ne sais qui, gagner comme ça, toutes les récompenses, bah, en fait, ça va pas marcher comme ça. Il va falloir vraiment suivre son équipe, pas au jour le jour, mais semaine par semaine et voir, dans quelle division tu te situes et essayer de monter et on gagne quand même des récompenses dans chaque division ou c'est, à partir d'une certaine division qu'on commence à toucher des cryptos? Alors, dans les toutes premières divisions, il y a pas de récompense, tu vois, ça va être les divisions amateurs, c'est les trois premières. Et c'est ce qui permet un peu de comprendre le jeu, de se familiariser avec les mécaniques, l'interface, etc. Et ensuite, dès qu'on passe la division amateur, là, on peut avoir accès à des récompenses. Et autrement, pour répondre à ton D'accord. autre question aussi concernant le joueur qui arriverait dans le jeu et qui achèterait tout de suite les meilleurs joueurs, en fait, l'objectif de ce jeu, c'est que toi, tu aies intérêt à jouer avec les joueurs que tu connais le mieux. Du coup, avec les joueurs de ton équipe préférée. Typiquement, tu auras certainement plus de chances de gagner en jouant avec, je ne sais pas, euh, bon, moi, je suis de Saint-Etienne, c'est peut-être pas la meilleure période en ce moment, mais par exemple, en jouant avec les joueurs de Saint-Etienne, plutôt que parce que je connais bien leur style de jeu, parce que je connais bien leur stratégie, plutôt qu'avec les top players, mais avec lesquels peut-être je vais peut-être mal les optimiser, tu vois. OK, bah, ça c'est très clair et ça incite vraiment les gens à suivre leur équipe. Moi, c'est plutôt Lille, hein, je suis fan du LOSC, et aussi d'Arsenal, mais du coup, ça m'intéresse, vraiment ce concept-là et donc les récompenses, tu m'as dit, ce sera sous forme de crypto et selon certaines, divisions. Est-ce qu'il y a quand même, des différents degrés de rareté au niveau des cartes en elles-mêmes ou pas? Parce qu'au final, voilà, quel est l'état d'esprit derrière? Est-ce qu'on va avoir un intérêt à avoir des cartes plus rares? Alors, il y aura des cartes qui seront plus difficiles à obtenir que d'autres. Par exemple, bah oui, ce sera beaucoup plus difficile d'obtenir Mbappé qu'un autre joueur.
mais il n'y a pas de niveau de rareté à proprement parler incorporé aux cartes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la carte Mbappé unique, Mbappé super rare, et cetera, et cetera. Il y a une seule carte Mbappé. En réalité, il y en a deux, puisqu'il y aura les cartes non échangeables et les cartes échangeables. Et ensuite, il y a un indicateur en fait qu'on appelle la cote au sein du jeu, qui va venir représenter la vision du marché sur la puissance de la carte. Donc, plus la carte est vue par les utilisateurs comme puissante, plus elle sera difficile à obtenir dans les packs. Donc, et de cette façon, ouais, c'est ce qui nous permet de simplifier l'expérience utilisateur avec le système de division. Parce que de cette façon, on n'a plus besoin de demander aux utilisateurs de participer uniquement à des tournois auxquels ils sont éligibles. Tu vois, ils peuvent juste choisir une compétition et se laisser porter à travers le système de division. Donc, oui, les cartes auront pas toutes la même rareté, mais non, il n'y a pas de système de rareté incorporé aux cartes. D'accord. Ah, c'est intéressant, c'est vraiment d'autres mécanismes différents. On est toujours dans le football fantasy, mais avec, ouais, comme tu dis, le contre-pied à pas mal de niveaux. Donc c'est intéressant de creuser sur ces choses-là. J'imagine que pour, distribuer, pour acheter les cartes, vous aurez soit une marketplace, soit il y aura un moyen de s'en procurer. Comment ça va se passer, quelle est la projection, à moyen terme? Alors, l'idée, en fait, c'est d'avoir en fait, de vendre on peut se procurer des packs, tu vois, de 5 joueurs si on veut pouvoir avoir plusieurs cartes. Et ensuite, si on veut cibler des joueurs au spécifique, dans ce cas, il faut se rendre sur la marketplace. Tu vois, c'est comme ça qu'il construit le jeu. D'accord. Donc OK, donc après on verra les prix quand ce sera lancé. Enfin, on aura peut-être l'occasion de faire un deuxième épisode quand ça se précisera, on verra. Dans tous les cas, il y aura une façon assez simple d'onboarder les gens pour expliquer. Tu disais qu'il y avait les premières divisions, c'est les divisions amateurs, mais je sais que sur Sora ou sur Ovali, sur tous ces jeux qui ont un peu ces mécanismes-là, il y a souvent une période ou des cartes qui sont distribuées pour que les gens se familiarisent avec l'environnement, avec les mécanismes. Est-ce que vous aussi ce sera le cas? Ouais, exactement. Bah, si tu veux, lorsque tu arrives sur le jeu, au départ, tu as un pack de départ qui te permet de jouer pour ta première compétition. Ensuite, on va te demander de rejoindre une compétition, donc par exemple la Ligue 1, et tu vas la rejoindre en division amateur au départ. Et c'est pour ça que là, il n'y a pas d'enjeu financier, c'est que du pur plaisir. Et même de toute façon, tout le jeu, il n'est pas vraiment construit pour que les gens puissent gagner. Enfin, il est construit pour que les gens vraiment puissent se divertir. Tu vois, c'est un jeu vidéo en fait avant d'être un jeu de collection. Donc, dès qu'ils ont rejoint leur compétition, ils arrivent en division amateur pour qu'ils puissent jouer. Et ensuite, le parcours est assez fluide, en fait, puisque tu as juste à te laisser porter jusqu'à la division 1 si tu es suffisamment fort pour arriver en division 1. Puisque je dis juste se laisser porter, mais en soi, c'est que le parcours est fluide. Mais par contre, pour arriver en division 10, il faut quand même être assez fort. Et surtout parce que ceux qui gagnent, c'est ceux qui connaissent le foot. Et donc, il suffit plus d'acheter les meilleures cartes. Tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. C'est ça tout l'intérêt de ce nouveau concept, c'est vraiment centré sur le foot, sur le sport en lui-même et pas sur juste le portefeuille qui achète les cartes. Ça, je pense que c'est fondamental et effectivement, c'est sans doute ce qui manque, à certains projets actuellement. J'ai cru lire dans un de vos tutoriels, alors je sais plus où exactement, parce que j'ai fait quand même des recherches, mais j'ai lu quelque part que, les équipements sont la clé de la victoire. Alors les équipements, c'est les fameux boosters dont tu parles ou est-ce que c'est autre chose? Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est la clé de la victoire. Bon, sans doute parce que c'est ce que tu as déjà mentionné avant, c'est que c'est lié au sport et c'est ça qui va faire la différence et c'est des prises de risques. Mais est-ce que tu peux juste m'en dire plus et si c'est effectivement ça? Les équipements, c'est les boosters, c'est ça? Ouais, bien sûr, c'est ça. Alors, si tu veux, tu vois, sur nos dernières phases de test, les équipements, ils représentaient à peu près, enfin, le score apporté par les équipements, il représentait à peu près la moitié du score apporté par la note globale sans les équipements. Et ça, c'est vraiment volontaire, puisque, étant donné qu'on peut même mettre des équipements sur des actions négatives, par exemple, on peut mettre carton jaune à Verratti, tu vois. Donc, ce qui veut dire que si le joueur prend un carton jaune, nous, on gagne des points. Et en fait, cette surpondération, on va dire, des points par rapport à la note globale, c'est ce qui permet de valoriser au maximum la vision foot des utilisateurs. Donc, c'est la vision foot des utilisateurs et les équipements qui permettent de gagner, tu vois. Puisque si tu choisis un joueur, on va dire qu'il y a une note globale pas très importante, mais que par contre, toi, tu as su repérer que c'était un joueur, par exemple, qui perdait beaucoup de duels, ou un joueur qui en gagnait beaucoup, un joueur qui centrait beaucoup, tu vas lui mettre les bons équipements et en fait, tu vas venir compenser la mauvaise performance au global du joueur grâce à toi, ta bonne connaissance de son profil.
Ça me fait vraiment trop rire d'imaginer marquer plus de points parce que je mets carton rouge sur un joueur qui est mentalement très friable, comparé à un buteur qui va juste mettre un but. Et enfin, c'est bien, ça permet de tourner le jeu dans plein de sens différents Et pour complètement, tu vois, définir la stratégie. Ouais. je vais juste revenir là-dessus. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que sur notre dernière phase, en fait, on a un joueur qui s'appelle Yves. Et sur les 3 phases de test qu'on a fait, ce qui est dingue, c'est que en fait, il a gagné les 3 phases de test. Et pour autant, il y a énormément de joueurs qui ont essayé de l'affronter et qui n'ont pas réussi à le battre. Et sur le dernier match, je crois que c'était, je ne sais plus quel match c'était. Non, c'était sur la deuxième phase de test. Sur le dernier match, il met du coup but marqué de Vinicius avec carton jaune. Et du coup, c'est grâce au boost carton jaune qu'il a réussi à dépasser celui qui était juste, parce qu'il était deuxième de base, donc il a réussi à dépasser celui qui était premier pour prendre le trophée de la compétition. Donc tu vois, il D'accord, faut parce qu'en fait, vraiment tu choisir peux. les bons boosts, etc. Et aussi en fonction de notre classement, si par exemple on est bas dans le classement, bah là, il vaut peut-être mieux faire des stratégies un peu plus risquées pour remonter, tu vois. D'accord, mais alors tu peux cumuler des boosters, c'est-à-dire que tu peux dire Vinicius, il va à la fois marquer, mais aussi avoir un jaune et potentiellement faire beaucoup de centres. Enfin, tu peux cumuler des boosters? En fait, l'idée, c'est que le système de boost il soit vraiment simple à utiliser. Tu as 2 boosts par joueur et un boost va valoriser une seule action. Donc, quand tu composes ton équipe, tu vas dire, moi, je vais prendre ce joueur et je vais lui mettre, voilà, passe réussie, but marqué, carton jaune, duel gagné, tu vois. OK, OK, j'avais pas cette notion qu'il y en avait 2 par joueur. OK, donc c'est intéressant, ouais, ça donne encore plus de possibilités et de prise de risque associées. Est-ce que tu as une astuce à communiquer à l'audience? Tu l'as dit, hein, le mieux, c'est quand même de bien connaître les joueurs, de savoir comment l'équipe joue et tout ça, mais est-ce que, je sais pas, il y a une astuce que tu pourrais communiquer à l'audience ou tu as déjà, entre guillemets, «tout dit»? Et je pense que c'est vraiment de jouer avec ses joueurs préférés parce que j'ai parlé du système de cote tout à l'heure. On va communiquer de plus en plus, je pense, dans les mois à venir sur ce système. Mais en fait, il y aura plein d'opportunités qui vont nous pousser à jouer avec nos joueurs préférés, que ce soit au niveau de la stratégie pour pouvoir marquer un maximum de points, ou alors que ce soit au niveau de l'achat-revente de joueurs. Je pense que c'est ça la clé du jeu. Étant donné que c'est vraiment nos connaissances foot, notre vision du match qui nous fait gagner, il vaut mieux se reposer là-dessus plutôt que chercher forcément à acheter la meilleure équipe, puisqu'on se fera battre finalement par quelqu'un qui aura une meilleure vision du match. Ouais, d'accord. Bah, ça, c'est assez clair et c'est vraiment intéressant comme concept, j'adore et j'ai vraiment hâte, hein, je vais vraiment vous suivre et quand je dis qu'on fera peut-être un deuxième épisode, ce sera avec plaisir. Avec plaisir. On va revenir sur un des points qui est quand même, central finalement quand on fait ces jeux de fantasy, NFT, gaming, c'est l'émission des cartes. Notamment, on l'a vu avec, Sorare, c'est-à-dire qu'il y a eu un engouement très fort il y a quelques années, enfin quelques mois plutôt, je pense. Hem Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait un certain nombre de cartes qui étaient émises, mais il y avait une énorme demande qui fait que les cartes ont très vite pris en valeur et qui bloquait en fait, l'accès à une personne lambda, on va dire un petit portefeuille, de pouvoir vraiment jouer au jeu parce qu'il fallait débourser je ne sais plus combien de centaines d'euros pour, vraiment aligner une équipe entre guillemets «un peu compétitive». Est-ce que vous, dans les mécanismes et donc les tokenomics, vous avez un peu anticipé ça pour qu'il y ait peut-être moins d'émissions de cartes quand il y a beaucoup de monde, plus d'émissions de cartes quand il y a beaucoup de monde qui en veut et peut-être moins quand il y a moins de demandes aussi, tu vois? Que ce soit un peu aligné en fonction de l'offre et de la demande. Ouais, complètement. Bah, ça, c'est un enjeu qui est super important, surtout, tu vois, quand on crée des jeux blockchain, en fait, étant donné que la valeur repose quand même beaucoup sur les cartes. Et en même temps, il faut rendre les jeux accessibles si on veut pouvoir jouer avec un maximum de joueurs. Donc, c'est sûr que la notion de prix, elle est aussi importante. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'était qu'il fallait que le prix des packs, en fait, varie en fonction de l'offre disponible sur le marché. Donc, plus il y a de cartes disponibles pour les joueurs, euh, plus on va vendre les packs chers, jusqu'à ne plus en vendre. Ce qui veut dire que s'il y a trop de cartes disponibles sur le marché, nous, on le suit avec des indicateurs, on va arrêter de vendre des packs jusqu'à ce que l'offre disponible sur le marché baisse. Il y aura même des possibilités de burn des cartes pour pouvoir s'en fournir de nouvelles, de sorte à ce qu'on puisse vraiment avoir une maîtrise de la valeur des collections. Et à l'inverse, au contraire, lorsque les prix tendent trop vers le haut, donc lorsqu'on estime qu'il y a trop peu de cartes dans les mains des joueurs actifs, et bien là, dans ce cas, on va baisser le prix des packs de sorte à ce qu'il puisse y avoir de nouvelles entrées dans le jeu et que ce ne soit pas trop compliqué de pouvoir se composer une équipe.
Ouais, c'est essentiel et c'est très bien que vous ayez réfléchi à ça et on en parlait en off juste avant. Tu me disais que au niveau des tokenomics, c'est marrant, c'est que c'est, Thomas Cadorel qui a participé, activement à ça, et donc bah, Thomas, bah, s'il nous écoute en tout cas, merci parce qu'à Salut. chaque fois c'est une super expérience et je pense que tu as fait un énorme taf, avec Inflogame et j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à aller écouter l'épisode que j'ai fait il y a maintenant pas loin d'un an avec Thomas Cadorel parce que c'est impressionnant les tokenomics, c'est un enjeu majeur et souvent on a tendance à sous-estimer cette partie-là. En tout cas, je vois que vous, ça n'a pas été le cas parce que vous vous êtes approché quand même d'un spécialiste dans le domaine. Donc bonjour à Thomas et si tu as peut-être tu peux nous partager peut-être quelque chose au terme de tokenomics, comment vous avez bossé ensemble là-dessus, comment ça s'est passé, est-ce que tout va bien, est-ce que vous avez réussi à écarter tous les problèmes majeurs, voilà, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est très bien passé. Si tu veux, nous, après notre phase de test en juin dernier, bah, on travaillait déjà avec Thomas, mais on avait une idée en fait très précise de ce qu'on voulait faire en termes de gameplay, tu vois, c'est-à-dire créer un jeu qui soit basé sur la stratégie. Nous, on était très orienté gaming foot, et en fait, Thomas, c'est celui qui a pu apporter sa patte en termes de tokenomics, puisque il connaît très bien les modèles, il connaît très bien aussi nos concurrents. Et donc, l'enjeu, en fait, c'était de réussir à pouvoir allier les deux visions. La vision d'un modèle économique qui puisse s'adapter au contexte dans le jeu, tu vois, parce que, étant donné que c'est des économies ouvertes, il faut que l'économie puisse s'adapter dans les contextes de croissance et en même temps dans les contextes de difficulté. Et ça, c'était le travail de Thomas. Donc, on a travaillé pendant de nombreux mois ensemble et on est super content de la mission, ce qu'on a pu faire ensemble, parce que c'est vraiment maintenant qu'on est convaincu que notre jeu fonctionne d'un point de vue gameplay, mais aussi d'un point de vue économique. C'est super intéressant. Bah, écoute, ça renforce vraiment mon sentiment que vous partez sur vraiment une base solide. Il y a plus qu'à voir après sur l'expérience utilisateur, l'ergonomie et puis les mécanismes en live, on va dire. Mais en tout cas, c'est très encourageant en tout cas que vous entouriez de ce type de personnes qui, pour moi, sont vraiment des références. Il y en a pas tant que ça en plus en France. Donc bravo. Et j'ai quelque chose qui est venu là dans ma tête à l'instant, c'est toujours comme ça, je réfléchis un peu en live. Hem Est-ce qu'il y aura plus de cartes pour des clubs où il y a plus de «demandes» entre guillemets? Par exemple, je sais pas, mais les joueurs du PSG, il y a sans doute beaucoup de gens qui voudront en acheter parce qu'ils adorent ce club et puis, bah, voilà, c'est la capitale, donc il y a forcément beaucoup de gens qui suivent plus le PSG que, par exemple, mon club, je sais pas, à Pau ou ou dans le sud-ouest, par exemple, où on est plus, rugby aussi. Heu, Est-ce qu'il y a ça qui est pris en compte ou est-ce que tout simplement, bah, c'est la demande qui va forcément, ajuster la valeur des cartes en fonction de, bah, voilà, du nombre de personnes qui en veut? Est-ce que voilà, il y a un nombre plus important, par exemple, de Mbappé ou de joueurs du PSG parce que c'est la capitale et il y a des millions de personnes qui suivent ce club? Ou est-ce que finalement, bah, il y a le même nombre de cartes pour chaque, club? Alors non, il y aura le même nombre de cartes pour chaque club. Et en fait, même ce serait difficile, je pense, de faire quelque chose qui puisse s'adapter soit aux performances des clubs, soit à la popularité du club. Parce que tu vois, au final, il y a des clubs qui sont peut-être moins performants que d'autres, mais qui ont une base fan qui est énorme. Je reprends l'exemple de Saint-Etienne, mais Saint-Etienne en ce moment, c'est le cas, étant donné qu'on est en Ligue 2. Mais il y a d'autres clubs, tu vois, comme ça. Bon, RC Lens, ils ont d'excellentes performances en ce moment, particulièrement en Champions League. Mais tu vois, ils ont une grosse base de fans aussi. Donc non, 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 il y aura autant OK. de cartes joueurs pour tous les clubs. Ouais, c'est pertinent hein, parce que ce serait compliqué d'estimer ça pour ensuite changer le nombre de cartes par club. Enfin voilà, ce serait quand même une vraie galère. Il y a pas besoin de se rajouter des problèmes là où il y en a pas. C'est plus intéressant et puis, bah, voilà, ça fera monter la valeur des clubs qui sont populaires et tant mieux. Écoute, moi j'arrive, à la fin de cette interview. Tu as répondu à toutes mes questions de façon, très précise. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Comment tu vois ton activité évoluer? Est-ce que tu veux partager quelque chose à l'audience? Tu as quelques minutes pour nous dire quelque chose, donc vas-y, je t'en prie. Ouais, bah écoute, je pense que, en fait, j'ai l'impression qu'on fait à peu près tous le même constat, tu vois, sur les play to earn, sur les jeux vidéo blockchain, mais que pour autant, il y a enfin, j'ai pas vu de solutions vraiment ultra pertinentes qui m'ont convaincu aujourd'hui. Moi, je suis vraiment convaincu de notre modèle et on est en train de partager de plus en plus d'informations, tu vois, sur le jeu, sur comment ça va fonctionner et nos prochaines phases de test arrivent pour la CAN. Donc, j'invite vraiment tous les gens qui aiment soit les play to earn, soit qui aiment le football, à venir rejoindre notre Discord parce que je pense qu'ils ne seront pas déçus. Ouais, bah, moi personnellement, j'ai rejoint votre Discord et j'ai vu, il y a une belle énergie et en plus, il y a effectivement, tu avais déjà montré quelques aperçus des cartes Mbappé et tout ça. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien, il est vraiment dans la description et puis voilà, ça vous engage à rien. Vous avez des infos un peu sur le projet, vous voyez un peu ce qui se passe en coulisses. Vous pouvez communiquer avec Mathis ou d'autres membres de l'équipe, donc vraiment, faut pas hésiter.
Et puis moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner et comment la CAN, ce nouveau test sur la CAN va se passer. Et puis pouvoir enfin démarrer sur cette belle plateforme qui est en devenir. Merci Mathis. Je pense qu'on pourra potentiellement faire un deuxième épisode. On verra si c'est pertinent. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis salut à toute l'audience. Salut à toi. Salut.